Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Festival de l'Histoire de l'Art de Fontainebleau qui est organisé par le ministère de la Culture, l'Institut national d'Histoire de l'Art et le Château de Fontainebleau. Bienvenue donc à cette 14e édition et à cette deuxième journée autour toujours de nos thèmes favoris, à savoir pour cette année le vrai et le faux, et de notre pays invité qui est donc l'Autriche. D'Autriche nous vient donc ce matin notre intervenant, Björn Blauensteiner, qui est conservateur au musée du Belvédère de Vienne. Björn Blauensteiner a été chercheur associé et conservateur à la Gemäldegalerie de la Kunsthistorisches Museum de Vienne, et donc de 2010 à 2015. Et depuis 2016, il est donc conservateur en charge du Moyen-Âge et de la Renaissance au musée du Belvédère, où il a notamment organisé donc une exposition consacrée à Rüland Frühhof l'Ancien en 2017, puis une exposition consacrée à l'âge de Dürer, l'Autriche aux portes de la Renaissance, en 2021. La conférence de ce matin est précisément dédiée à cette période de transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, dont ceux qui ont visité peut-être il y a une quinzaine d'années le Grand Palais à l'occasion de l'exposition France 1500 entre Moyen-Âge et Renaissance avaient déjà senti tout l'intérêt. Et l'intervention de ce matin, donc intitulée L'art autrichien autour de 1500, au croisement entre gothique tardif et Renaissance, propose justement de considérer ces hybridations entre différents styles artistiques, un style venu de l'Antiquité, un style inspiré de l'Antiquité associé à la Renaissance, et également des éléments de réminiscence du gothique tardif. Donc nous avons le grand plaisir de pouvoir entendre ce matin Björn Blauensteiner sur ce sujet. Je le remercie et je lui cède la parole. Merci beaucoup et bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais effectivement maintenant vous présenter l'art autrichien du XVIe siècle et je suis très heureux effectivement d'être ici dans ce lieu merveilleux qui passe très très bien à notre sujet. Pour commencer, je présente d'abord la célèbre gravure d'Albert Brecht-Dürer, Hercule à la croisée des chemins. La feuille n'est pas seulement une illustration, car ce génie universitaire de Nuremberg joue un rôle dans l'art autrichien de l'art de l'époque qu'on appelle le Dürerzeit, l'époque de Dürer, un rôle important. En effet, l'art de l'Autriche se trouve en 1500 à la croisée des chemins. Alors qu'il y avait des ateliers assez conservateurs qui se tenaient aux caractéristiques stylistiques passées, et que d'autres travaillaient avec le langage formel du gothique tardif et le poussaient à l'extrême. J'y reviendrai un peu plus tard. C'est aussi à l'époque de Dürer que l'on trouve les premiers élans de la Renaissance en Autriche. Les premiers exemples d'éléments de construction, de motifs décoratifs inspirés de l'Antiquité, sont ces fragments d'une maison de Lugeck à Vienne. Le pignon à lunettes de 1497, avec un décor de rosaces et de boucles, dans le champ de l'arc duquel se trouve une inscription en capitale Renaissance, appartenait à la décoration de la ferme Federhof, qui appartenait depuis 1494 à un certain Peter von Edlersberg. Celui-ci vivait auparavant à Buda, où le roi hongrois Matthias avait déjà engagé dès 1476 des artisans italiens pour transformer le palais royal dans le style de la Renaissance italienne. Hélas, presque rien n'est consacré de la Renaissance hongroise. Je montre ici à titre d'exemple la lunette d'un rétable de la cathédrale de Pécs qui, bien que datant du début du XVIe siècle, montre que les mêmes motifs décoratifs étaient courants ici et ont probablement inspiré les décorations de Lugeck. Probablement peu après 1504, l'année de sa femme Anna, Paul Wink, bourgeois de Vienne, fit réaliser cette épitaphe pour la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. La composition est basée sur la gravure d'Israël von Meckenem représentant le couronnement d'épines du Christ. Le décor architectural gothique a été complété par des motifs antiques, comme les sculptures de la tribune, les colonnes et pilastres cannelés, qui rappellent les formes de la façade de la salle Vladislav du château de Prague que Bénédicte Ried avait construite de 93 à 1502. Aussi, ces tableaux, datés de 1508, du peintre Urban Görtschacher, contiennent aussi sous la forme de rinceaux, de feuilles, de pilastres, piliers, chapiteaux, au nez de grotesques des motifs inspirés de l'antique.
Gerd Scharer, actif à Villars, aurait aussi pu connaître la Renaissance de l'Italie du Nord, de sa propre expérience. Et donc, je montre ici un rétable de Cima de Conegliano à Venise de la fin du XVe siècle. Il est aussi possible qu'il se soit inspiré de modèles, d'estampes comme les gravures de Nicoletto da Modena, qui, grâce à leur mobilité, étaient particulièrement adaptées pour diffuser le style Renaissance dans toute l'Europe. C'est aussi en 1508 que Konrad Celtis mourut à Vienne, en 1508. Sur son épitaphe, dans la cathédrale Saint-Étienne, on ne trouve pas seulement des motifs Renaissance, pilastres, festons, mais il est intéressant de noter l'inscription apposée sur une tabula ansata, un motif souvent utilisé dans l'Antiquité. On utilisa ici une police de caractère antica, au arc arrondi que l'imprimeur d'Augsbourg, Erhard Rathold, venait de développer pour la publication d'un recueil d'inscriptions de l'humaniste Konrad Peutinger. À la même époque, l'Université de Vienne commanda la caisse de Celtis, qui servit à conserver les insignes du collège de poètes fondé par Celtis, et que l'on voit ici sur la gravure sur bois de Hans Burgmayer à droite. La caisse est ornée, entre autres, d'une représentation du dieu Apollon faisant de la musique sur le Parnasse, ce qui est la représentation d'un thème pictural antique. Le motif est basé sur une gravure sur bois qui illustrait une publication de Celtis, imprimée à Nuremberg et qu'un artiste de l'entourage de Dürer avait réalisé. Des éléments architecturaux antiquisants ont aussi été utilisés dans une série d'autres épitaphes pour la cathédrale Saint-Étienne. On trouve des pilastres avec des fruits et des feuilles, ainsi que des colliers de perles et des festons dans les tableaux commémoratifs de Hans Reichwein von Königsdorf à droite, de 1511, et de l'apothicaire Augustin Holt, de 1512. Et l'épitaphe de Johannes Heckmann, aussi de 1512, montre une messe de Saint-Martin. Le retable d'autel à l'arrière-plan n'est pas seulement représenté dans les formes Renaissance, mais la lunette qui le couronne est aussi ornée de deux putti, d'Angelo nu, un motif typique de la Renaissance. Le fait que le retable Renaissance ait été inséré comme pièce séparée dans l'épitaphe, alors que celle-ci est encadrée par un treillis de gothique tardif, montre que les formes et les motifs inspirés de l'Antiquité étaient toujours dans l'art autrichien du début du XVIe siècle, combinés avec des réminiscences gothiques tardives. Il en a résulté un langage formel spécifique qui a été qualifié de style mixte, de style entre les styles ou encore de style hybride. Ce style hybride s'est rapidement montré à un autre endroit de la cathédrale Saint-Étienne, sur le mur extérieur de l'ancienne chambre au trésor. On y a placé, au-dessus des peintures murales des années 1470 représentant la Passion, des reliefs reprenant les mêmes thèmes picturaux, mais désormais encadrés par des pilastres dans le style de la Renaissance. L'arrivée du style Renaissance ne s'est évidemment pas limitée à la cathédrale Saint-Étienne. À Vienne, on peut aussi citer le retable d'Anne dans le palais d'archevêque. Dans les environs de Vienne, le retable de Mauer près de Melk, dans lequel les colliers de perles avec faisceaux de feuilles ont aussi un sens du point de vue du contenu, puisqu'il s'agissait probablement d'un retable du rosaire. En Basse-Autriche, le retable de l'église du château de Siendorf, par exemple, ou les épitaphes de Urban Schlund et d'Eva Wagner à Krems ont reçu un décor Renaissance. Et la Sainte Famille, peinte en 1517 par Sebastian Schill pour le château d'Annenberg dans le Tyrol du Sud, encadre une architecture d'édicules sculptée dans le style de la Renaissance de l'Italie du Nord. On trouve des motifs Renaissance comparables dans la peinture autrichienne de l'époque. Par exemple, la mort de Marie sur le mur extérieur sud de l'église paroissiale de Köstschach en Carinthie, ou l'épitaphe de Ludwig Ebner de 1516, sur laquelle, à côté de motifs architecturaux antiquisants, on trouve en bas de l'image des putti tenant deux écus d'armes. Ici.
Le tableau, qui se trouvait d'abord dans l'église Dorothea-Kirche de Vienne, provient d'une association d'ateliers de peintres souabes qui travaillaient, sinon en styrie, dont l'œuvre comporte par ailleurs de nombreux motifs antiquisants. Ainsi, dans l'arrière-plan de l'œuvre principale du groupe, un panneau représentant Saint Martin donnant son manteau à Bruck an der Mur de 1518, on voit un arc de porc avec un médaillon contenant une tête de profil casquée dans le style de l'Antiquité romaine. De 1515 à 1519, on construisit le portail de l'église Salvator à Vienne qui, avec ses colonnes ornées, témoigne de l'arrivée d'un nouveau type dans l'architecture autrichienne. Dans les gravures, on trouve déjà un encadrement par des colonnes libres dans le Missel de Passau, publié en 1507 par Johannes Winterburger à Vienne, ainsi que sur l'image de couverture d'un volume imprimé aussi à Vienne en 1512. Ces images sont peut-être inspirées de modèles italiens, comme le frontispice de l'édition de la Divine Comédie de Dante, imprimée à Venise en 1491. Deux colonnes encadrent deux autres épitaphes dans la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, celle des chanoines Georg Hager et Georg Huber et celle de Johannes Kaltenmarkt. En dehors de Vienne, le décor Renaissance de ce type se retrouve par exemple sur le retable de la Toussaint à Altmünster am Trauensee ou dans la peinture murale dans le Jugement dernier de l'église collégiale de Millstatt. Les colonnes se trouvent aussi sur ce retable aux ailes bombées provenant probablement d'Imbach, près de Krems. Avec cet objet, vers 1512, avec cet objet, il s'agit d'un exemple clair du style hybride déjà évoqué, puisqu'il combine un encabrement ridicule antiquisant avec un décor de collier de fleurs à l'intérieur d'un retable à fleurs bien sûr typique du gothique tardique résolument non italien. Un bon exemple du style hybride de l'époque de Dürer en Autriche est donné par la légende de Suzanne due au peintre de Villa Urban Götscherer déjà mentionné. On y trouve des motifs architecturaux, inspirés de la Renaissance de l'Italie du Nord, insérés dans un espace pictural qui trahit l'effort de trouver une perspective centrale aussi concise que précise. D'autre part, l'histoire de l'Ancien Testament de Suzanne et les vieillards est décrite en plusieurs stations, sous la forme d'un récit simultané, en fait, profondément médiéval. Des motifs Renaissance se trouvent dès le milieu des années 1520. On construit dans la Wiener Neustadt, par exemple dans le porche sud de la cathédrale, le portail de l'Arsenal, pour qui, pour la première fois d'ailleurs dans l'architecture autrichienne de l'époque de Dürer, on rencontre des ouvriers italiens qui sont mentionnés. En 1529 meurt l'humaniste Johannes Cuspinian, le successeur de Konrad Celtis au Collège des poètes de l'Université de Vienne. Cuspinian s'était déjà illustré comme commanditaire d'œuvres d'art de formes antiquisantes en 1515, oui, à l'occasion du décès de sa première femme. Il offre une épitaphe à l'église de l'ordre teutonique à Vienne. Et à la même époque, il fait réaliser, d'après le portrait que Lucas Cranach, 10 ans plus tôt, avait peint de lui, une gravure sur bois ex-libris sur laquelle on trouve à côté d'un décor à l'antique, avec les trois grâces au bas de l'image, un thème pictural à l'antique en bas de l'image, oui. Vous le voyez. L'épitaphe de Cuspinian dans la cathédrale Saint-Étienne s'inspire aussi de l'art de l'Antiquité, des stèles funéraires romaines. Je montre ici, à titre de comparaison, la stèle portrait de Publius Titius Finitus, déjà documentée au XVe siècle, la sacristie de la cathédrale Saint-Étienne. Elle était sans doute connue de Cuspinian. À la fin de l'époque de Dürer, je voudrais encore présenter une médaille que le médailleur de Linz, Ludwig Neufahrer, a gravée en 1531, car elle illustre les différentes sources possibles de représentation antiquisante. La représentation au revers de la médaille renvoie au portrait de Nicolas Kohlnopf. Concrètement, Neufahrer s'est peut-être inspiré d'une paraphrase Altdorfer sur ce sujet, d'autant que les dimensions de cette feuille sont presque identiques à celles de la pièce.
À partir de 1534, le château de Porcia-Spital an der Drau fut le premier édifice autrichien entièrement dans le style de la Renaissance italienne en Autriche. Le style autrichien, typique de l'époque de Dürer, hybride d'éléments gothiques tardifs et d'éléments antiquisants, s'est ensuite de plus en plus effacé au profit d'un style purement Renaissance qui, au cours du XVIe siècle, s'établit comme le langage formel dominant. Auparavant, et je reviens donc au début du XVIe siècle, il existait une direction stylistique concurrente adoptée par certains ateliers. En effet, on créa encore des œuvres d'art qui renonçaient à la réception de formes et de motifs de la Renaissance et qui se tenaient au style du gothique tardif. Certains ateliers ont suivi une voie purement conservatrice et se tinrent entièrement au langage formel des décennies précédentes. Ce style apparaît par exemple dans le rétable à volets de Hallstatt réalisé au cours de la deuxième décennie du XVIe siècle et qui est dû à l'atelier à Gmunden de Linhard Hastel. D'autres artistes, renonçant à la réception des formes antiquisantes, commencèrent toutefois à expérimenter avec le répertoire de formes du gothique tardif. Ils expérimentèrent à ce moment-là. Il en résulte un style que l'on pourrait qualifier de gothique baroque ou de maniérisme gothique qui donna lieu à des créations originales et innovantes. Ainsi, par exemple, pour la construction de base des retables à volets, on a cherché des solutions particulièrement originales et innovantes. Une conception particulièrement originale se montre dans l'autel de Saint-Georges du château d'Ambras qui présente à l'avant et à l'arrière une paire d'ailes bombées qui rend invisible la paroi arrière de la châsse. Le retable du couronnement de la Vierge dans la chapelle épiscopale de la basilique de Seckau, dont la partie centrale circulaire est déjà très inhabituelle, n'a pas de paroi arrière et a donc un aspect constamment diaphane. Dans d'autres retables, les caractéristiques de base ont certes été conservées, mais les caractéristiques stylistiques et les formes du gothique tardif ont été en somme poussées à l'extrême. L'ancien maître-autel de l'église collégiale de Zwettl en est un bon exemple. L'ensemble original, construit entre 1516 et 1525, est hélas perdu et ne nous est parvenu que par un dessin. La châsse centrale a été conservée et se trouve aujourd'hui à Adamov, en République tchèque. Les figures du rétable de Zwettl font alors preuve d'une expressivité, d'une préciosité inconnue jusqu'alors et d'une richesse gestuelle inhabituelle. Un réalisme implacable caractérise aussi l'œuvre de sculpteurs précédents, notamment celle de Niklas Gerhard van Leyden, que l'empereur Frédéric III fit venir en Autriche en 1467 pour réaliser le couvercle de son tombeau. Dans le rétable de Zwettl, ce réalisme est poussé à l'extrême. Et le désir aussi de donner à la représentation une impression aussi dynamique que possible est ainsi poussé à l'extrême dans le rétable de Zwettl et les vêtements des personnages tournent dans l'espace comme des tourbillons sauvages, comme s'ils avaient une vie propre. Ce phénomène caractérise aussi, sous forme réduite, des œuvres antérieures. On peut citer les sculptures celles de Veitstoff ou en Autriche les personnages de la chasse, le Saint-Christophe du rétable à volets de 1490, de l'église de Käfermarkt en Haute-Autriche. Au XVIe siècle, on trouve aussi bien un jeu d'expression très expressif et émotionnel, aussi des figurations de vêtements évasés, y compris sur le retable de Mauer, près de Mechl, déjà évoqué, qui fut réalisé par un atelier aussi réalisé celui de Zwettl. On voit aussi des vagues de tissus très dynamiques sur la prédelle du retable à volets d'Imbach que nous avons déjà montré, vers 1520. Ainsi que dans les sculptures du rétable d'Abtenau, réalisées en 1518 par le sculpteur Andreas Lackner, actif à Hallein dans le Salzkammergut. Enfin, dans l'hôtel de Zwettl, on a aussi expérimenté avec les formes de l'architecture de rétable, comme l'illustre le baldaquin tordu qui couronne le groupe de personnages.
De tels jeux se trouvent aussi déjà dans l'art du XVe siècle, comme dans la maison du sacrement d'Adam Kraft, dans l'église Lorenzkirche de Nuremberg, réalisée entre 1493 et 1496. Un baldaquin composé d'ogives, pinacles et vignes, sauvagement tordus et entrelacés, orne aussi la chasse centrale de l'autel du couronnement de la Vierge à Mariageil, près de Villach, réalisé vers 1510. 10 ans plus tard, on retrouve dans le rétable d'Arndorf de Maria Saal, aussi en Carinthie, une configuration formée d'éléments similaires, mais qui se sont déplacés sur le rétable et forment donc le couronnement. Un tel jeu innovant, avec le trésor des formes gothiques, se manifeste aussi dans les portails à charpente qui présentent un motif typique de l'époque de Dürer en Autriche. Je montre ici deux exemples styriens, à Göss et à Afflens, où la charpente à angle droit est combinée avec des arcs en accolade, des meneaux et d'autres formes courbes. Dans le domaine de l'architecture, on voit apparaître des nervures de voûtes de plus en plus compliquées qui, peu à peu, ne servent plus qu'une fin esthétique. Des systèmes de nervures complexes, comme ceux de Kreinstetten ou de St. Valentin en Haute-Autriche, incitent les visiteurs de l'église à décrypter la logique cachée derrière les configurations de la voûte. La voûte de l'église de Weistrach en Basse-Autriche a des tenons qui pendent du plafond et qui donnent absolument l'impression que vous voyez ici, là, qui donne l'impression que des piliers ont été enlevés ici. Que les nervures de la voûte soient une fin en soi esthétique et ne remplissent plus de fonctions statiques, cela se montre bien dans les nervures coupées, c'est-à-dire des nervures de la voûte qui aboutissent soudain quasiment dans le vide. On trouve de tels jeux à Saint-Martin, im Mühlkreis et à Haslach an der Mühl en Haute-Autriche, ainsi que dans l'église abbatiale de Nonnberg à Salzbourg. La complexité des configurations de voûtes a été poussée à l'extrême sous la forme des nervures doubles incurvées dans lesquelles les systèmes de nervures, comme des plantes organiques, envahissent, vous voyez ici, le plafond, comme dans l'église paroissiale de Königswiesen en Autriche ici. Le plus complexe enchevêtrement organique de nervures incurvées se trouve dans l'église de Kötschach en Carinthie, où les nervures, une bonne plaisanterie architecturale, sont attachées aux piliers par des cordes fictives. Vous voyez là. L'art autrichien de l'époque de Dürer montre donc une forte volonté d'innover, en empruntant de différentes voies. Une des voies était la réception de formes et motifs antiquisants dans l'esprit de la Renaissance combiné avec le trésor de formes et de thèmes du gothique tardif pour former un style hybride spécifique. Nous l'avons vu, les modèles les plus divers ont été utilisés. Les sources pouvaient provenir d'Italie, de Hongrie ou du sud de l'Allemagne, à moins que des originaux antiques n'aient servi de référence, car les territoires autrichiens, à l'exception des régions au nord du Danube, avaient jadis fait partie de l'Empire romain. Ou plus précisément, d'autres ateliers s'en tenaient en revanche au trésor de formes et motifs du gothique tardif, tout en pratiquant souvent une utilisation innovative de celui-ci, d'où résultait un gothique quasi maniériste. J'aimerais conclure par quelques remarques sur ce qui a pu motiver les artistes à adopter l'un ou l'autre style. Pour les épitaphes d'humanistes et d'universitaires et de savants dans la cathédrale de Saint-Étienne, la réception de formes antiquisantes était certes l'expression d'un sentiment d'appartenance au mouvement de la Renaissance qui prônait le retour à la culture de l'Antiquité et dans l'esprit de la devise Ad Fontes, un retour aux sources originales. La collecte de textes et d'inscriptions antiques comptait d'ailleurs parmi les activités favorites de beaucoup d'érudits humanistes et beaucoup d'œuvres originales de l'Antiquité étaient des modèles connus. Dans le domaine religieux, certains éléments comme les épitaphes ou les retables étaient donc déjà de style Renaissance.
L'architecture elle-même resta cependant longtemps fidèle au gothique. D'une part, il y avait une certaine réticence à construire dans le style de l'Antiquité païenne, et aussi, il y a aussi beaucoup de choses. La réforme a entraîné une baisse des revenus de l'Église. L'activité de construction ne reprit qu'après le Concile de Trente et on construisit souvent, donc, effectivement, il y a eu beaucoup de changements. Surtout, on voit dans le rétable, effectivement, on le voit dans les nouvelles. Les anciennes formes sont devenues obsolètes, effectivement, lorsqu'on le voit. Aussi, après le Concile de Trente, très souvent, on a écrit dans le style post-gothique, comme le montre maintenant, vous voyez, l'église franciscaine de Vienne construite entre 1603 et 1607. Les édifices de style de la Renaissance du sud de l'Allemagne présentent toujours des éléments gothiques, comme des fenêtres en ogive, pour donner à l'église un aspect sacré. Le style hybride a donc perduré jusqu'à la venue des premiers bâtiments baroques qui renoncèrent donc totalement aux formes gothiques. En ce qui concerne surtout l'empereur Maximilien comme commanditaire, son rôle a été ambigu. D'un côté, Maximilien, après son couronnement comme empereur romain germanique en 1508, se tenait naturellement dans la tradition des Césars romains. Dans les œuvres gravées, comme l'Arc de Triomphe ou le cortège triomphal qui l'honore comme empereur, on trouve aussi de nombreuses formes et motifs de la Renaissance. D'un autre côté, Maximilien s'est mis en scène dans les romans héroïques Weißkönig et Treuerdank comme un chevalier médiéval idéal. Pour le Treuerdank, paru en 1517, il fut même développé une propre police de caractère brisée gothique, alors que l'imprimerie avait déjà souvent recours à des polices de caractère antiquaires aux arcs arrondis. Maximilien ne fut pas non plus construire de bâtiments Renaissance et employa de préférence des artistes germanophones, parmi lesquels les grands noms de l'époque, Albrecht Dürer, Albrecht Altdorfer, Hans Burgmeier, tandis que, contrairement, il renonça presque totalement aux artistes et architectes italiens. Et effectivement, il se tenait à ce style, effectivement, qui était orienté vers le style antique. Pour le gothique, effectivement, ce qui s'était passé avant, c'était les tendances de la Renaissance, effectivement, étaient un peu interrompues. Pour Maximilien, effectivement, on peut avoir le discours sur l'identité nationale, peut avoir joué un rôle, effectivement, qui à l'époque était extrêmement important dans les milieux humanistes. Effectivement, en s'inspirant de la Germania de Tacite, retrouvée en 1455, Enea Silvio Piccolomini, que le père de Maximilien, Frédéric III, avait appelé à sa cour comme secrétaire, avait déjà initié, et qui a ensuite été pape d'ailleurs, avait déjà initié un discours sur le passé germanique. Konrad Celtis devait se saisir de ce débat. En 1500, il édita la première version imprimée de Germania et projeta aussi de publier une description complète de l'Allemagne et de son histoire. Celtis a donc permis à contribuer à la formation d'une conscience nationale, d'où résultat une démarcation parfois polémique par rapport à l'Italie. Ainsi, il disait déjà, Celtis, en 1492, que l'Allemagne avait été corrompue par le luxe de l'Italie, et qu'il aurait été bien plus innocent et plus heureux de mener l'ancienne vie rude dans la forêt, où nous vivions dans une restriction mesurée. Les références aux formes antiques avaient donc au nord des Alpes une toute autre connotation qu'en Italie, alors qu'ici la Renaissance évoquait l'Antiquité romaine, donc une période d'hégémonie politique et culturelle de l'Italie, l'ascension du Saint-Empire romain germanique, et de pair ces conquêtes artistiques, architecturales, n'eurent lieu effectivement qu'au Moyen-Âge. Dès la première moitié du XVIe siècle, on peut donc établir une distinction dans l'art entre le style welsh, roman, donc antiquisant, l'idiome antiquisant de la Renaissance, et le style allemand, resté intouché par de telles influences. Les deux orientations de l'art autrichien de l'époque de Dürer étaient donc déjà lues clairement comme des directions de style à connotation nationale.
que Maximilien ait reçu le style Renaissance avec assez d'hésitation, qu'il ait nettement préféré le style allemand. Cela peut être lu dans ce contexte comme une décision consciente de mettre en avant son propre passé culturel. Comme nous l'avons vu, les premiers bâtiments purement Renaissance en Autriche furent construits sous le petit-fils de Maximilien, Ferdinand, qui, après la mort de Maximilien, à partir de 1520, était donc archiduc d'Autriche et à partir de 1531 était roi. De 1551-54, des bâtiments tels que la porte des Suisses du palais impérial de Vienne furent construits. C'était effectivement orienté vers le style de la Renaissance italienne. Effectivement, le déplacement fut un signal à la noblesse. Et c'est ainsi que commença, dès le milieu du XVIe siècle, on misait de plus en plus sur le style de la Renaissance italienne. Ainsi apparurent effectivement des joyaux de la Renaissance, comme le château de Chalabourg en Basse-Autriche, dont la restructuration commença en 1540, un an après l'achèvement de la galerie de François Ier, ici à Fontainebleau. Merci beaucoup pour votre attention. Je pose une question en français juste pour voir si ça fonctionne bien pour l'intervenant. Est-ce que vous avez la traduction? Non. Voilà. Est-ce que ça marche? Ok. Merci beaucoup Björn pour cette très très belle conférence, très riche, très brillante aussi, de toutes ces œuvres magnifiques que vous nous avez montrées, en montrant bien aussi justement la manière dont ces deux courants stylistiques voisines, hybrides, se rencontrent et répondent aussi parfois à des intentions distinctes. Et je pense que vous l'avez aussi bien montré avec ce cas final de Maximilien d'Autriche. Est-ce qu'il y a des questions pour entamer notre discussion? Oui? Merci. Merci beaucoup pour cette très très riche panorama des formes hybrides après 1500. J'ai trouvé ça absolument très convaincant, mais je voudrais juste revenir à un des aspects sur les personnages, le répertoire de personnages, la manière dont ils sont conçus à cette époque. On a vu effectivement du point de vue architectural, les décorations, les formes décoratives, mais à mon avis, je trouve que les personnages, tout l'arsenal de personnages, ce serait peut-être encore plus extraordinaire à voir les différences entre le nord et le sud. Est-ce que tu pourrais effectivement être d'accord avec ce que je dis? Je trouve toujours effectivement qu'il manque effectivement cet impétus qu'on a antique qu'on trouve en Italie. Effectivement, on a les médailles, on a vu les médailles, bien sûr. On voit, mais bien sûr, le contraposte, effectivement, les sculptures antiques, etc. Je trouve qu'il me semble aussi pas arriver jusqu'au nord, tandis que effectivement les formes architectoniques effectivement sont arrivées au nord. Est-ce que cela tient possiblement à la théorie qu'en Italie, effectivement, Quattrocento, bien sûr, avec Alberti, il y avait des sculptures, des personnages, des théories. On avait des théories à l'époque qui ne sont pas arrivées très répandues au nord, effectivement, pas disponibles en tout cas, ou qui étaient tellement complexes et d'horreur qu'on ne pouvait pas les comprendre. Oui, définitivement, c'est juste. Bien sûr, c'est un autre aspect, bien sûr. Je n'ai pas évoqué tous les aspects. Par exemple, les habits, effectivement, ça joue effectivement un très grand rôle chez les personnages. Effectivement, tout ça, il faudrait en parler, bien sûr, mais dans ce style hybride, ça le fait, ça le participe. Effectivement, je ne me suis pas tellement rentré dedans dans ma conférence, mais effectivement, lorsqu'on dit que, par exemple, ces épitaphes sur les réblites qui donnent le style hybride et le décaractérisent, effectivement, c'est le point sur le fait que les personnages, effectivement, sont très médiévals et ne sont pas influencés par l'art antique, et aussi les habits. Tandis qu'effectivement, le décor, lui, il y a eu cette réception, c'est exactement comme tu l'as dit, qu'effectivement, on pourrait dire qu'il y a de manière une réception vraiment de la surface de la Renaissance et de l'Antiquité, et pas effectivement vraiment avoir saisi les théories.
Et ça a aussi à voir avec le fait que ces écrits théoriques, effectivement, à part ceux de Dürer, mais c'est évidemment quelque chose qui effectivement est parvenu plus tard, surtout en Autriche. Et effectivement, la théorie éthotique de la Renaissance italienne n'ont pas été reçues effectivement à cette époque. C'est tout à fait vrai, tu as raison. Je peux peut-être ajouter une question. Alors pour plus connaître davantage ce qui se passe en France dans ces années-là, où on a effectivement les mêmes phénomènes d'hybridation entre ces deux approches, est-ce que vous avez dans les documents d'archives, dans les contrats de commande, des désignations précises de ces deux styles? Parce qu'en France, par exemple, on parle de goût moderne pour ceux qui se réfèrent au gothique, et de goût antique pour ceux qui se réfèrent à l'antique. Et on voit parfois dans les contrats des distinctions très claires entre ces deux approches qu'il faut mettre en œuvre, par exemple, sur le cadre et pas sur le panneau. Est-ce que dans les documents d'archives et les documents en Autriche, on a des références qui définissent ces deux styles ? À dire qu'en Autriche, dans les sources, effectivement dans les contrats aussi, il y en a très très peu qui nous sont parvenus. Effectivement, en tout cas, il n'y a pas ce type de documentation, d'indication. Une chose très connue, effectivement, la différence entre belge et allemand, effectivement, c'est surtout sud-allemand, c'est ça qu'on trouve surtout. C'est ça, effectivement, bien sûr, Maximilien, bien sûr, lorsqu'on parle de Maximilien, il a beaucoup les grands noms influencés de l'art allemand du Sud, bien sûr, c'est lui qui a fait passer les commandes. En Autriche, on ne trouve pas sous cette forme, elle ne se trouve pas dans les sources, cette distinction que vous avez évoquée. Et effectivement, on peut seulement regarder les œuvres. Et c'est là, dans les œuvres, sinon pour le reste, on peut seulement spéculer la manière dont ça a été dans le domaine de l'Église, dans les commandes. Et on pourrait dire à l'université, parmi les savants et les érudits, les humanistes, évidemment, qui faisaient donner des commandes pour leurs épitaphes. Évidemment, certainement, il va dire qu'il s'agit c'est un humaniste qui donne une commande. Évidemment, on peut dire que, par exemple, s'il s'agit de Celtis, bien sûr, on voit dans la manière dont il a choisi, le caractère, bien sûr, on voit que, évidemment, c'est aussi ses propres contacts qu'il avait aussi avec les artistes, qu'il pouvait effectivement leur dire aux artistes ce qu'il voulait. Mais la question, pour répondre à votre question, dans les sources elles-mêmes, effectivement, à l'époque, cette distinction, on ne la trouve pas. En Autriche, en tout cas. Merci. Question ? Oui. Bonjour. C'est l'époque de la réforme luthérienne. Vous avez dit que l'argument des humanistes, c'était pour le style antique, c'est le retour à l'origine. C'est aussi l'argument de Luther, revenir à l'origine. Est-ce qu'il y a une différence dans les commandes de l'Église côté catholique avec un maintien des formes gothiques, et chez les protestants, on trouverait davantage d'influence Renaissance avec ce même discours de retour à l'antique, de retour à l'origine, retour aux sources. Oui, si je parle de l'époque de Dürer, en tout cas, bien sûr, c'est l'époque avant la réforme, qu'elle s'impose vraiment dans l'art et aussi dans l'architecture. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est évidemment une période, évidemment un petit peu, il y a un peu de retenue. J'avais parlé des motivations dans les domaines de l'Église, le Renaissance, d'adopter ou pas le style Renaissance, effectivement. La différence exactement entre le domaine réformé ou pas, effectivement, bien sûr, ça joue, le Concile de Trente a joué un grand rôle, effectivement, que les églises ont été reconstruites, évidemment, la réception, effectivement, du style de la Renaissance est arrivé ensuite. Mais comme on l'a dit, effectivement, très souvent arrivent effectivement des choses spécifiques, des éléments spécifiques, comme dans l'église de franciscains avec des éléments post-gothiques, où effectivement on pense qu'effectivement que ça soit un petit peu dans les voûtes, que ça soit religieux, que ça s'exprime dans l'architecture et que ça ne soit pas trop profane. Évidemment que ça ne donne pas une impression profane, effectivement, parce que la Renaissance, effectivement, à cette époque, était surtout c'était surtout une relecture profane du style. Évidemment, la différence entre, pour ainsi dire, les constructions dans les églises protestantes ou réformées, il faut que je dise que moi, effectivement, c'est ensuite le deuxième moitié du XVIe siècle. Effectivement, là, j'en ai pas étudié en détail pour aujourd'hui si la Renaissance, effectivement, était plus reçue, oui, je dois le dire, qu'effectivement, dans cette réponse, je ne peux pas vous le dire. D'autres questions ? Alors peut-être sur cette question
excusez-moi, des relations aussi avec l'Italie. Vous avez évoqué le fait tout à fait intéressant qu'effectivement Maximilien ne fait pas venir d'artistes ou d'architectes d'Italie à sa cour. Est-ce qu'il y a tout de même des importations d'œuvres produites en Italie qui sont amenées en Autriche pour certains commanditaires dans certains contextes de commande? Pas vraiment des commandes, mais très peu. Par exemple, il y a un portrait de lui, il y a des médailleurs italiens qu'il a utilisés, des artistes italiens aussi, mais très peu en fait en comparaison avec les Allemands. Si on regarde ses relations évidemment avec Milan, si on le voit, si on y pense, effectivement, on se met en comparaison avec quelqu'un comme Matthias Corvinus, lui qui est vraiment dans le grand style, a fait appel à des artistes italiens. Et là, effectivement, on voit que c'est intéressant. Effectivement, c'est une grande opposition avec lui, avec Matthias Corvinus, qui avait 20 ou 30 ans avant, lui, a beaucoup joué sur les artistes italiens lorsqu'on pense à la peinture sur les livres. Alors que Maximilian, lui, en comparaison avec Matthias Corvinus, c'est très intéressant de voir que jusqu'à un certain point, c'était sans doute une décision consciente de sa part. Et bien sûr, il y a en masse, sinon chez les autres, si on regarde la mobilité, la mobilité pour les humanistes, par exemple, il ne faut pas la sous-estimer. Très souvent, ils allaient en Italie, par exemple, pour les études, à Padoue, ou dans d'autres endroits d'Italie. Bien sûr, très souvent, ils avaient lu beaucoup de plaquettes et importé des livres illustrés. Effectivement, bon, ça ne manquait pas, évidemment, de modèles qui étaient parvenus. Et je pense au Urban Götscherer, par exemple, qui était très, très actif dans beaucoup de domaines, bien sûr. Pour lui, il faut penser que lui, il a aussi connu l'Italie et l'architecture italienne. Je donne juste un exemple, que j'ai montré seulement un exemple, mais on pourrait dire quelqu'un qui était allé dans le sud de l'Italie, par exemple, il a pu imaginer que aussi il a vu l'architecture originale, très possiblement. Mais des petites œuvres qui pouvaient, les plaquettes, les médailles, certainement en Italie, italiennes pouvaient être parvenues en Italie, surtout dans les cercles humanistes, c'est certain. Oui, on parle beaucoup, enfin jusque-là, on a beaucoup parlé d'échanges entre le domaine germanophone germanophone et l'Italie, mais au nord de l'Allemagne et puis dans une région qui n'est pas totalement germanophone, mais néerlandophone, il y a des mouvements artistiques très forts et aux Pays-Bas, enfin dans les anciens Pays-Bas, à Anvers en particulier, il y a cette confrontation entre une tradition ancienne, gothique principalement, et des artistes qu'on appelle des artistes romanistes en français en tout cas, qui introduisent des standards, des modèles, et par exemple dans les retables, puisque vous en avez évoqué un certain nombre, dans les retables d'Anvers, du Brabant en général, on a une juxtaposition avec on peut même dater les retables d'Anvers à partir de l'introduction d'éléments antiquisants, notamment dans les pinacles, etc. Je voulais juste rappeler ça, mais pour déboucher sur une question, est-ce que en Autriche et c'est tout le domaine, je dirais, entre Stuttgart et puis Budapest, en passant par Prague et puis Leibach. Est-ce qu'il n'y a des regards que vers le sud? Est-ce qu'il n'y a pas de regard vers le nord, vers le nord de l'Allemagne? Merci. Oui, si j'ai bien compris la question, il n'y a pas seulement l'Italie, mais aussi les Pays-Bas qui jouent un rôle comme source pour l'art, bien sûr. Très fort, même par exemple, j'ai aussi dit que Niklas Gerhard von Leyden, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui peut-être était le plus influent des peintres de l'époque dans le domaine germanophone et qui ensuite est venu à Neustadt et qui, avec
avec toute son réalisme tout à fait nouveau, est venu là. Et il était comme sculpteur, il était actif là, et c'était, je crois, effectivement extrêmement important. Et pour les Pays-Bas, au fond, je ne veux pas dire que ce style hybride était typiquement autrichien, un phénomène de purement autrichien. Je ne veux pas le dire, bien sûr, mais que le même phénomène se trouve bien sûr dans la peinture ancienne néerlandaise, Memling, à la fin du XVe siècle, les festons, vous voyez d'autres, plein de petites éléments antiquisants trouvent leur entrée, et le reste, bien sûr, est dans le style, bien sûr, de l'ancienne peinture hollandaise. Mais ça vient petit à petit, et peu à peu, effectivement, on tient malgré tout, on se tient aussi à la propre tradition. Cette reprise d'éléments Renaissance et antiquisants, bien sûr, se fait peu à peu, effectivement. Oui, enfin, en tout cas, le regard, effectivement, vers les Pays-Bas, oui, je crois qu'évidemment, il joue un énorme rôle, bien sûr, dans l'art autrichien. Pour simplement donner un exemple, par exemple, le Schottenmeister, qui sans doute, effectivement, à Nuremberg, a travaillé, il était en relation avec les vieux maîtres hollandais, effectivement, il était en relation avec eux certainement, ou les a connus au moins, et qui vraiment s'est tenu et beaucoup aux anciens hollandais de la fin du XVe siècle, et s'est orienté avec son atelier, ou peut-être même encore plus ancien même. Les deux ateliers les principaux, ceux de Schottenmeister, étaient absolument remplis, orientés totalement vers les Pays-Bas. Et on peut dire qu'effectivement, l'art des Pays-Bas, bien sûr, surtout dans l'espace en Autriche de l'Est, était extrêmement central, certainement par l'intermédiaire de Nuremberg comme étape intermédiaire, mais très effectivement, c'est surtout le point d'orientation était celui-là. Et ensuite est arrivé l'Italie peu à peu, vers 1500, donc avec la Renaissance, sans doute par l'Italie, mais aussi, je l'ai dit un petit peu aussi, en prenant par l'Allemagne, par la Hongrie, en faisant des détours, mais finalement, ça s'est fait un petit peu de cette manière à partir de l'époque de Dürer, en fait, surtout. Je voulais aussi poser une question à ce sujet sur la relation entre l'Autriche et la Hongrie à cette époque, lorsque la réception de la Renaissance aurait été autre, effectivement, qu'en Autriche. Est-ce que cette relation entre les deux pays, effectivement, quelle était-elle à cette époque? Est-ce que faisait partie de l'empire, enfin, du royaume, et donc est-ce que la relation a changé? Est-ce que les portes sont ouvertes ou fermées vers l'Autriche, vers la Hongrie, parce que c'était influencé par l'Italie ou pas du tout? La relation entre la Hongrie et l'Autriche. Oui, c'est ça, oui. Comme conséquence de la Renaissance, de la réception de la Renaissance. Voulez-vous dire politiquement, mais subjectivement aussi? Vous avez dit que Maximilien n'avait pas engagé d'artistes italiens. Est-ce qu'il y avait une discrimination par rapport aux artistes hongrois? Vous comprenez peut-être la question mieux maintenant. Oui, maintenant que vous le dites de cette manière, oui. Pourquoi est-ce que Maximilien, par exemple, effectivement, avec Matthias Corvinus, qui effectivement avait quand même envahi Vienne jusqu'à sa mort, 1490, il a accepté comme souverain. Sans doute, on pourrait effectivement réfléchir pour se demander si Maximilien, des divisions de Maximilien concernant la réception de la Renaissance avec hésitation, peut-être c'était aussi pour effectivement aller contre Matthias Corvinus, c'est quand même très possible, bien sûr, mais entre la relation entre la Hongrie et l'Autriche, effectivement, elles sont restées très étroites. J'ai parlé de Peter von Eliasberg, par exemple, qui effectivement vient d'Autriche, mais effectivement habite à Buda et qui effectivement avait aussi une autre résidence à Vienne, où effectivement il y avait des formes de la Renaissance aussi qu'il a transmis par rapport en venant de Hongrie. Effectivement, tout ce qu'on voit comme on dit, c'est en Renaissance, à Vienne, effectivement. Sans doute, ils reviennent par rapport à cette maison à Lugeck, qui est effectivement de Peter von Eliasberg, qui habitait en Hongrie. Donc, effectivement, c'est peut-être la première réception qui passe par ce chemin, via la Hongrie. Bien, merci beaucoup, Björn, pour toutes les réponses que vous avez pu apporter à nos questions. Je pense qu'on peut applaudir encore notre intervenant.